Laurent Alexandre, un autre sujet, moins triste, moins sombre, moins lourd, c'est la guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT. C'est pour ça que vous veniez initialement. Alors il faut dire, vous considérez toute personne qui n'aurait pas ChatGPT comme une personne arriérée. Vous m'avez quasi traité de vieux con en arrivant sur ce plateau. Allez, vous avez compris que je n'avais pas. Oui. Pas quasiment. Directement. Voilà. Et pourquoi Merci. Et GPT-4 demain. Alors expliquez-nous, parce que effectivement, j'estime ne pas être le seul vieux con, j'imagine, qui n'a pas ChatGPT. Qu'est-ce que je manque? Eh bien, vous manquez une révolution extraordinaire. L'intelligence artificielle galope. ChatGPT 3.5 était déjà incroyable, mais GPT-4 est en train d'atteindre des performances intellectuelles qui égalent l'homme dans pas mal de dimensions. GPT-4 réussit l'examen du barreau américain pour être avocat, réussit l'examen de médecine générale pour pouvoir exercer la médecine générale aux États-Unis, réussit les examens de spécialité, notamment pour être neurochirurgien, etc. C'est vraiment de l'intelligence, comprenez bien, parce que l'intelligence artificielle, ce n'est pas de l'informatique. Oui. L'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence. C'est-à-dire, ça produit de l'intelligence au robinet, et c'est très différent. Les gens imaginent que GPT-4, c'est finalement la même chose que Google, c'est un Google dopé aux stéroïdes. Non. GPT-4, c'est de la production d'intelligence, et c'est une intelligence de type humaine. Et d'ailleurs, GPT-4, sur des diagnostics difficiles, me dépasse. C'est-à-dire quand je prends un dossier médical que je mets dans GPT-4, GPT-4 fait mieux le diagnostic que moi et plus vite. Vous voyez que c'est bien. Vous dites des choses incroyables. Vous allez jusqu'à dire, et là ça va choquer beaucoup de gens, que la ChatGPT peut être plus empathique qu'un vrai médecin. Ah ben c'est pas moi qui le dis, c'est une étude publiée dans le JAMA, qui est la 3e plus grande revue médicale au monde, qui a comparé les médecins avec ChatGPT. Comment est-ce possible? ChatGPT est 2 fois plus empathique que les médecins. Comment est-ce possible? Mais pour une raison très simple. Vous êtes malade, Vous allez voir votre médecin. Votre médecin, il est empathique, gentil. Au bout d'un quart d'heure... Il est moins empathique déjà. Ou quand c'est l'heure d'aller bouffer, il vous dit gentiment de revenir 15 jours plus tard. ChatGPT, GPT-4, vous pouvez parler de vos métastases avec lui pendant 8 jours d'affilée, si vous voulez. Il a une patience infinie. Quand vous lui reposez pour la 10e fois la même question, il se fâche pas, il répond avec une extraordinaire patience. Il adapte son langage à vos préoccupations, à votre psychologie, etc. Mais l'émotion... Il est normal que l'intelligence artificielle soit plus empathique que les médecins. Admettons, mais par exemple, est-ce qu'elle peut tomber amoureuse, votre intelligence artificielle? Alors, l'intelligence artificielle ne peut pas tomber amoureux de nous, mais nous pouvons tomber amoureux de l'intelligence artificielle, comme dans le film Her. Et il y a, hélas, un jeune Belge qui s'est suicidé après tomber amoureux d'une intelligence artificielle cet été. Est-ce que c'est en réalité l'aboutissement du matérialisme, c'est-à-dire une accumulation de connaissances devient à un moment donné de l'intelligence, il n'y a pas besoin du doigt de Dieu? Alors, il n'y a pas besoin, je suis athée, donc je ne crois pas qu'il y ait besoin du droit de Dieu, ni pour faire de l'intelligence humaine, ni pour faire de l'intelligence artificielle. Mais c'est une question intéressante. Alors, c'est pas l'accumulation des connaissances qui crée l'intelligence de ChatGPT. C'est l'architecture informatique, ce qu'on appelle les réseaux de neurones artificiels, qui ressemblent pas mal au fonctionnement de notre cerveau, et qui créent l'intelligence. De mettre plein de données dans un disque dur, ça ne crée pas d'intelligence. Il faut une architecture informatique qui reproduise les fonctions les plus importantes du cerveau humain. Et aujourd'hui, il y a un consensus de tous les experts pour dire que l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence humaine dans 1000 à 2000 jours maximum. C'est une révolution dont il faut prendre conscience, et c'est pour ça qu'il faut que dès demain, pour comprendre ce nouvel état du monde, vous passiez à GPT-4. Quelques exemples, allez, très très concrets, pour quels sont les moments, vous disiez, pour passer un examen, dans notre vie quotidienne, dans les prochaines années qui fait écoutez, je vais vous citer juste un exemple. Il y a un journaliste qui est venu m'interviewer chez moi hier, et je lui dis comment il avait imaginé les questions. Il m'a dit, c'est GPT-4. J'ai demandé à GPT-4, je lui ai dit, je vais interviewer le docteur Laurent Alexandre sur tel sujet, prépare-moi les questions. Et c'est GPT-4 qui a préparé les questions. Et les questions étaient, je ne dirais pas meilleures, que si le journaliste n'avait pas utilisé GPT-4, mais les questions étaient particulièrement intelligentes et particulièrement bien vues. On peut lui demander de faire des synthèses. Vous voyez, récemment, j'ai demandé à GPT-4, devine quel sera le prochain livre du docteur Laurent Alexandre. Donc je n'ai pas parlé dans la presse, dans les réseaux sociaux. Il n'y a rien sur Internet, sur mon livre qui paraît en avril. Et faisant un résumé en 2500 caractères. GPT-4 a deviné à 90% mon prochain bouquin et en a fait un résumé
qui m'a laissé pantois. Alors, on peut en tirer deux conclusions. Soit je radote vraiment beaucoup dans mes livres, soit GPT-4 a un sens du futur extraordinaire. C'est peut-être un mélange des deux. Mais vous avez probablement vu qu'en novembre, l'intelligence artificielle de Google, ça n'est pas GPT-4, a dépassé tous les ordinateurs de la météorologie dans tous les pays du monde et fait en 50 secondes des prédictions météorologiques bien meilleures que les prédictions faites par les ordinateurs géants de la météorologie et leurs 50 000 ingénieurs tout autour de la Terre. On a vraiment une explosion de la puissance informatique. C'est pour ça qu'il est urgent que la société réfléchisse aux conséquences politiques, éducatives, sociales de ce choc absolument incroyable qui va bouleverser la société humaine. Est-ce que l'Europe est larguée ? Alors l'Europe est totalement larguée, mais il y a des petites pousses intéressantes, comme la start-up française Mistral, qui a levé 500 millions d'euros ces dernières semaines et qui est dirigée par un type absolument extraordinaire, qui est un jeune polytechnicien de génie extrêmement talentueux, Arthur Mensch, qui est à la hauteur des plus grands spécialistes mondiaux américains de l'intelligence artificielle. Donc il y a un espoir que la start-up nation arrive à rattraper au moins une partie de son retard grâce à des gens comme Arthur Mensch. Alors, les Américains sont dans la course très fortement, les Chinois sont dans la course très fortement. Écoutez comment Vladimir Poutine joue de cette idée-là. Et vous nous direz si ce sont les démocraties ou les régimes autoritaires qui sont le mieux armés dans cette affaire. La fameuse affaire des sosies. On a tellement dit que Poutine avait des sosies. Il joue avec cette idée, on lui a fait jouer avec cette idée. Pendant la conférence de presse, il parle à un autre lui-même. Владимир Владимирович, здравствуйте. Je suis étudiant à l'université de Saint-Pétersbourg. В государственном университете. Est-ce vrai que vous avez beaucoup de doubles? Что у вас много двоих Et quel est votre avis sur les dangers que l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux représentent dans nos vies? несет в нашу жизнь искусственный интеллект и нейросети? Спасибо. Le citoyen de Saint-Pétersbourg ne s'est pas présenté. Je vois que vous pouvez me ressembler et parler avec ma voix. Mais j'ai réfléchi et j'ai décidé qu'il n'y avait qu'une seule personne comme moi qui pouvait parler avec ma voix. Et cette personne, c'est moi. Alors Alexandre, il y a beaucoup de choses dans cette séquence. D'abord, il y a un petit côté foutage de gueule, évidemment, parce qu'il se dit, voilà, je joue avec l'idée dont on a beaucoup fait état me concernant. Mais la question de fond, c'est est-ce que ces régimes-là sont bien armés? Est-ce qu'ils vont profiter de l'intelligence artificielle? Alors moi, je crois à la démocratie et je pense que les démocraties l'emportent sur les dictatures. Et d'ailleurs, la Chine, qui était en train de rattraper en matière d'intelligence artificielle les États-Unis, est en train de prendre du retard parce qu'elle emmerde tellement ses ingénieurs et ses entrepreneurs qu'il y en a un certain nombre qui, après avoir été mis en résidence surveillée, comme le fondateur d'Alibaba, Jack Ma, se sont taillés et ont peur de rester en Chine. Donc je pense que la liberté des démocraties est plus favorable à l'innovation, à la science que la dictature Le PIB aussi. chinoise ou Est-ce que le PIB fait l'intelligence artificielle? Il faut beaucoup d'argent pour l'intelligence artificielle. Le budget recherche et développement du seul Amazon approche 70 milliards de dollars par an. C'est 20 fois le budget du CNRS. C'est des centaines de fois le budget de l'INRIA, qui est l'institut en France qui gère l'intelligence artificielle et l'informatique. Donc oui, il faut beaucoup de pognon pour faire de l'intelligence artificielle. Et vous avez probablement vu que ChatGPT, la maison mère de ChatGPT, OpenAI, a levé 13 milliards de dollars et souhaite lever 80 milliards de dollars supplémentaires. Il faut beaucoup d'argent. Si l'Europe veut rattraper son retard, il lui faut garder les jeunes génies comme Arthur Mensch, dont je parlais tout à l'heure, mais il faut aussi plein de pognon. Comme dit le président Macron, il faut un pognon de dingue pour permettre à la Startup Nation de rattraper son retard en intelligence artificielle sur la Californie. Et c'est un enjeu fondamental pour nos gamins. Les Américains ont toujours tenu bon. Ils ont été dans l'affaire informatique, en réalité, toujours en tête. Ils ont continué de faire la course en tête. Encore maintenant, dans tous les appareils qu'on a, c'est quand même eux qui sont... Est-ce qu'ils tiendront cette primauté? Oui, et puis ils savent mettre le prix. Vous savez, en ce moment, chez ChatGPT, les recrutements se font à 10 millions de dollars par chercheur. 10 millions de dollars annuels. Ouais. Donc, on débauche à 10 millions. À 10 millions de dollars. Ils vont chercher chez Google et chez les autres des chercheurs à 10 millions de dollars par an. Vous connaissez la formule, l'argent n'a pas d'odeur, mais à partir d'1 million, ça commence à sentir très bon. Donc, voilà. effectivement, pour et les donc, chercheurs...
ChatGPT, si ChatGPT est très très bon, c'est parce que ChatGPT paie des ponts d'or aux meilleurs savants du monde. Il faut que l'Europe paye ses savants correctement, qu'elle les respecte. Au CNRS, vous êtes payé au lance-pierre. Vous êtes payé moins de 5 000 € quand vous faites de l'intelligence artificielle au CNRS. C'est grotesque, c'est ridicule. Et je le dis au ministre de la Recherche, je le dis au patron du CNRS, il faut arrêter les conneries, il faut une grille salariale permettant de lutter. Il n'est pas possible qu'il y ait un écart de 1 à 100, 1 à 200, 1 à 300 entre le pognon que file un grand savant, le CNRS, et le pognon que file Google, Microsoft et les autres géants de l'intelligence artificielle. Il faut changer la grille salariale dans les instituts de recherche. Nous ne pouvons pas continuer à payer les spécialistes en intelligence artificielle au même prix que les laveurs de carreaux au CNRS. C'est grotesque, c'est ridicule, c'est suicidaire. Il faut que nous payions nos savants au prix qu'ils valent sur le marché mondial. La France, si elle veut rattraper son retard, doit respecter ses savants. Elle ne respecte pas ses savants. La façon dont on paye les savants dans le secteur public en France est juste honteuse. Et elle est suicidaire pour l'avenir de nos gamins et de nos petits-enfants. Là, je crois qu'il y a une prise de conscience nécessaire. Rattraper notre retard, c'est arrêter de sadiser nos chercheurs. Y a-t-il une résistance aussi philosophique de l'Europe ? L'Europe, c'est quand même le berceau, c'est Athènes antique, le berceau de l'intelligence humaine. Est-ce qu'il y a une résistance aussi de cela ? Il y a un vieillissement de l'Europe avec une moindre volonté d'avancer. On l'a vu dans plein de technologies. En plus, les écologistes assez technophobes sont très présents en Europe. On le voit sur les OGM. Une bonne partie des maires écologistes en France avaient demandé l'interdiction, l'arrêt de la 5G. Donc on a un mouvement écologiste, un mouvement vert qui est très anti-technologie. Les médecins eux-mêmes, n'est-ce pas ? Aux États-Unis, c'est très frappant. Globalement, les politiciens sont plus technophiles. Les générations de médecins, les médecins un peu plus âgés sont en général pour soigner de façon très volontaire. Les plus jeunes sont, comme vous dites, moins technophiles. Ça s'observe dans tous les domaines. Dans tous les domaines et même chez les journalistes, comme je l'ai appris en observant avec effroi que vous n'aviez toujours pas GPT-4, ce dont vous devriez avoir honte. Alors expliquez-nous, alors vraiment là vous parlez aux candides des candides, comment est-ce que ça se passe ? Donc on charge l'application, c'est une application, et ensuite par exemple, test, les personnes qui nous écoutent, elles font quoi ? Qu'est-ce qu'elles peuvent tester ? On lui pose des questions, on lui demande quelque chose, on lui donne un texte, on lui demande de l'améliorer, on lui donne un texte, on lui demande d'en faire une synthèse, on lui demande de faire le résumé d'un livre. On peut rentrer aujourd'hui des centaines de milliers de lettres et lui demander de travailler sur un livre, sur un essai, sur un rapport financier. On peut lui demander de dessiner n'importe quoi, puisque ChatGPT, grâce à DALL-E, peut faire des dessins sur n'importe quel sujet. Il suffit de lui demander « dessine-moi ce que sera TF1 en 2080 ». Il va dessiner ce que sera TF1 en 2080 ou la ville de Carpentras. Les exemples sont illimités. En réalité, GPT-4, comme les autres intelligences artificielles concurrentes, sont des robinets à intelligence qui transforment radicalement le monde du travail et l'école doit d'urgence s'y préparer. Je pense qu'après avoir remis un petit peu d'ordre, Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, doit absolument s'engager sur le chantier de l'intelligence artificielle, car il faut que nos gamins soient complémentaires de l'intelligence artificielle et non pas écrabouillés. Or, l'école n'a pas commencé à travailler sur ce sujet. L'école n'a pas commencé à réfléchir aux différents scénarios de son évolution compte tenu de l'explosion de l'intelligence artificielle. Je pense vraiment, surtout s'il se présente à la présidentielle de 2027, que c'est un sujet que Gabriel Attal devrait labourer de toute urgence en profitant du fait qu'il est devenu l'homme politique français le plus apprécié et le plus populaire depuis la semaine dernière. Comment éviter que, vous avez vu le dernier classement PISA, que ça démobilise encore plus l'enseignement en se disant, au fond, à quoi sert d'apprendre si demain j'ai qu'à demander à ChatGPT ? L'intelligence artificielle est présente dans le monde entier. Les pays d'Asie ne baissent pas dans PISA. Donc ce n'est pas la présence des ordinateurs et des téléphones portables qui explique qu'on est merdique dans PISA. Il y a des raisons de fond, des raisons structurelles. Le laxisme, on a laissé nos gamins moins travailler, on a expliqué que l'enfant était au centre du système, alors que ce n'est pas l'enfant qui est au centre de l'école, c'est le maître et le savoir. On a déconné à plein tube. Il faut maintenant réparer les dégâts. Et si on veut que nos enfants rattrapent le retard qu'ils ont pris sur les
sur les petits asiatiques de l'Est, hein, la Corée du Sud, le Japon, Singapour, eh bien, il va falloir changer l'école. Personnellement, je trouve que les mesures que Gabriel Attal a prises sont des bonnes mesures. Je pense qu'on va dans la bonne route. Mais comme je vous l'avez compris, je pense que Gabriel Attal doit mettre une couche supplémentaire, une couche intelligence artificielle à l'école, parce que ça va tout changer dans la façon d'apprendre de nos gamins, mais aussi ça va tout changer dans le monde dans lequel nos enfants vont travailler demain. Y aura-t-il encore des Picasso, des Léonard de Vinci, vous parliez de Dali et de tant d'autres? Alors, Dali, c'est une intelligence artificielle, c'est Oui, D-A-L-E. bien sûr. Dali, Je parlais de l'autre oui, bien Dali. sûr. Excusez-moi. C'est une bonne question. Dans un certain nombre de domaines artistiques, l'intelligence artificielle est en train de rejoindre l'homme. Je pense que demain, il y aura des artistes mixtes, c'est-à-dire des artistes qui utiliseront l'intelligence artificielle pour créer des œuvres d'art qui seront moitié humaines, moitié informatiques. Je pense que l'art ne va pas disparaître, il va être encore plus passionnant, encore plus captivant grâce à l'intelligence artificielle dans les prochaines décennies. Alors, est-ce qu'il y aura, voilà, vous avez face à vous un général, un jeune général, ancien, plus haut gradé français dans la chaîne de commandement de l'OTAN, il y aura aussi, on pourra remplacer les généraux avec ChatGPT? Non, mais je pense que d'envoyer ces gamins sur le front face à des robots humanoïdes dotés de l'intelligence artificielle de GPT-6 ou de GPT-7 dans 10 ans sera refusé par les parents parce qu'il n'y aura aucun espoir pour les humains, pour les fantassins sur le champ de bataille, sauf exception. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à la dronisation plus générale de l'armée, parce que face à l'intelligence artificielle, ce sera difficile quand on est un humain de lutter, parce que l'intelligence artificielle et les robots dotés d'intelligence artificielle ne se fatiguent pas, et puis d'autre part, ils ne craignent pas la mort, et surtout, on va avoir des fantassins de base avec l'intelligence d'un polytechnicien dans pas très longtemps, puisqu'on va pouvoir mettre GPT-4, GPT-5 dans le robot. Donc les fantassins de base qui en général n'ont pas les capacités cognitives et conceptuelles d'un X-Harvard ou d'un diplômé d'Ulm risquent d'être un petit peu défavorisés par rapport aux fantassins électroniques. L'armée a commencé à réfléchir à ces sujets. D'ailleurs, c'est en France l'administration qui était la plus avancée en cybersécurité, en informatique et en intelligence artificielle. Donc c'est un sujet qui n'est pas nouveau pour l'armée et pour l'état-major. Général Yakovlev, on va vous entendre dans quelques instants sur ce qui se passe en Russie, en Ukraine, mais aussi à Gaza. Il y a de très importants développements dramatiques. Mais d'abord un mot là-dessus, vous avez un regard sur ce que dit ici Laurent Alexandre? Oui, j'y ai réfléchi il y a une quinzaine d'années avant qu'on parle de ça. Et j'avais une phrase qui était sur la guerre des robots, hein. C'est peut-être l'avenir rêvé de la guerre, mais c'est sans doute pas l'avenir rêvé de l'humanité. Et effectivement, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Quand la guerre aura pris son essor et qu'elle elle se fera indépendamment de l'être humain, je pense que la machine se mettra en ordre pour éliminer la planète de la planète les humains. À la limite, ils seront trop. Pour C'est l'instant, une vraie inquiétude.